Bonsoir Olivia Morel. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous publiez ce livre « Où es-tu maman ?» Oui. Le témoignage poignant d'une femme née par GPA. C'est vrai que votre témoignage est poignant. Vous avez une histoire qui est très particulière, très atypique. Et surtout, je le dis, quelle que soit la position des uns et des autres sur la GPA, gestation par autrui, vous avez le courage de témoigner et de raconter votre histoire. Olivia Morel, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, vous êtes contre à 100% la GPA, Absolument. Mais vous êtes issu de Exactement. la GPA. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Olivia Morel, je vais raconter aux auditeurs, donc vous avez des parents qui vous ont élevé et qui ne voulaient pas vous dire comment vous étiez né, et vous l'avez appris très tard. Alors c'est pas, oui, ils voulaient pas me le dire parce qu'ils ne savaient pas. Moi, genre, jette pas la. Je les accuse pas. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ne savaient pas trop comment me le dire, je pense, à quel moment. Ça a été difficile pour eux. Mais c'est pas, là n'est pas le problème. Mais c'est vrai que je l'ai appris sur le tard, vers mes. Je commençais à me questionner vers mes 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et c'est vrai qu'à 17 ans, j'ai commencé à faire des recherches moi-même. Et c'est là où je suis tombée sur la gestation. Mais à 6 ans, pourquoi vous vous posiez déjà des questions ? Parce qu'on le sait à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme les enfants adoptés qui ont cet appel des gènes. Vous savez, je ne pourrais pas vous l'expliquer. C'est un instinct très très fort. On sait qu'on est né d'ailleurs, on sait qu'on provient d'une autre culture. La culture française n'était pas la mienne. D'ailleurs, j'avais un journal intime, j'écrivais toujours « Je ne suis pas française, je suis américaine, je veux retourner aux États-Unis » en anglais, évidemment, j'écrivais en anglais. Et vous ne saviez pas pourquoi à l'époque ? À l'époque, je ne savais pas pourquoi, j'avais cet appel, j'avais besoin de retourner aux États-Unis. Et ça a commencé très très tôt. Et c'est exactement comme chez les enfants adoptés, ou qui ont besoin de cette... De revenir à leur source, de revenir à leur culture. Et ça, c'est ce qui s'est passé chez moi. Donc ensuite, oui, j'ai appris à mes 17 ans, j'ai fait mes recherches et c'est là où je suis tombée sur la gestation pour autrui, ce que c'était. Puis ensuite, ça a été confirmé par test ADN à mes 30 ans. À 30 ans, vous avez donc la vérité. Et évidemment, vous posez la question à vos parents. Alors, il faut expliquer aussi aux auditeurs pourquoi vos parents passent par la GPA. Vous avez un père qui est suisse, une maman qui est française et qui était trop âgée pour attendre un enfant. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est vrai que ma mère avait eu des problèmes, des soucis de santé. Et oui, elle était trop âgée pour avoir un enfant. Et puis, je pense qu'ils ont attendu un peu trop longtemps pour concevoir un enfant. Donc, il faut aussi dire que mon père voulait un enfant de ses gènes. Il ne voulait pas adopter. C'était sa raison à lui de recourir à la gestation pour autrui. Et il ne vous en parle jamais, mais Non. quand vous les confrontez à l'âge de 30 ans, à la vérité, que vous disent-ils et comment se passent les révélations ? Alors, le problème, c'est que je ne les ai pas confrontés directement. Il faut savoir qu'il y a quand même un énorme conflit de loyauté qu'on a envers nos parents, parce qu'on a été acheté, parce qu'on a été acheté à un certain prix, parce qu'on leur doit la vie. Pardon, excusez-moi, c'est très indécent ce que je vais vous demander. Combien ? Est-ce que vous savez combien vos parents ? J'en ai aucune idée. Je sais exactement combien ils ont investi pour tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, ils ont dû acheter une maison aux États-Unis, ils ont dû faire les allers-retours. Donc, j'ai à peu près une idée en tête de combien ils ont investi. Mais pour la gestation pour autrui, j'en ai aucune idée. Je ne veux pas savoir. De toute façon, ça me ferait plus de mal qu'autre chose. Donc, voilà, ça sert à rien. Mais en quoi, et c'est ça qu'il faut expliquer aux auditeurs, après on parlera de la relation que vous avez avec vos parents, puisque vous ne leur parlez plus aujourd'hui. Non, j'en parle plus, justement. C'est incroyable ça. Mais pourquoi vous leur en voulez ? Non, j'en veux pas, mon Dieu. Non, je n'en veux pas. J'ai aucune haine envers mes parents. C'est pas une. J'ai rien contre. Et c'est ça que j'essaie de dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour lutter contre les parents commanditaires. Je suis pas là pour lutter contre mes propres parents. Mes parents, je les aime. Je leur en veux pas du tout. Au contraire, ils ont fait. Malheureusement, ils voulaient un enfant. Ils avaient de l'argent, ils avaient cette possibilité, donc ils ont utilisé cette possibilité-là, qui est la gestation pour autrui. Et donc, aujourd'hui, moi, je ne lutte pas contre les gens qui ont recours à ça, et pas du tout au contraire, et surtout pas contre les enfants, parce que moi, les enfants, je les aime comme j'aimerais n'importe quel enfant sur cette terre. Moi, je lutte contre les gouvernements qui laissent ça passer. C'est ça ma vraie lutte aujourd'hui. Ce n'est pas autorisé en France, on le rappelle. Ce n'est pas autorisé en France, mais le recours, on peut aller à l'étranger et revenir avec un enfant. Et après, on met la France devant la fait accomplie avec l'enfant et on dit, écoutez, on a besoin des papiers. Donc c'est un petit peu hypocrite quand même. Moi, je trouve ça hypocrite. Voilà.
Vos parents, vous ne leur parlez plus aujourd'hui, vous ne leur en voulez pas. Non, surtout pas. Vous avez vous-même des enfants et au début, ce n'était pas évident puisque vous étiez atteinte d'endométriose. Oui, profonde en plus. En profonde, et les médecins vous disaient que vous ne pourriez jamais avoir d'enfants. Et vous en avez 3. J'en ai 3. Bon, c'est un peu un petit parcours du combattant, mais enfin, c'est un parcours du combattant. C'est un miracle, on va dire, parce que... 3, c'est plus de l'ordre du miracle. Non, mais à chaque fois que je venais avec le test, à chaque fois que j'allais voir mon gynécologue, je lui disais, écoute, je connais depuis que j'ai 11 ans, hein, donc je lui dis, écoute, je suis enceinte, il me regarde, il me fait, encore C'est vrai et oui, donc j'ai eu 3 enfants, mais c'est vrai qu'au début, on s'est dit avec mon mari, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait, parce que avec mon endométriose profonde, au stade avancé qu'elle était, pardon, on savait pas qu'est-ce qu'on fait, et on s'est dit bon, soit on adopte, soit on n'a pas d'enfant, tout simplement. Mais il faut avoir le courage, parce que Olivia Morel, je pense que vous et moi, nous sommes des femmes. Oui. Nous avons la chance d'avoir des enfants, j'en ai aussi. On connaît forcément dans notre entourage des femmes ou des hommes qui ont un mal-être, qui dépasse l'entendement quand on ne peut pas avoir d'enfants. Oui, et à un moment, voilà, quand on peut avoir un enfant, et c'est pour ça que moi je comprends exactement ce que vous dites. J'écoute aussi les deux parties. Je n'ai pas d'avis tranché, parce que j'ai vu autour de moi des gens qui étaient dans un tel mal-être du manque d'enfants que ça les rendait dingues. Et c'est compliqué de... Non, enfin, je vous pose la question peut-être de pas de jeter la pierre, mais de les empêcher d'avoir des enfants. Mais on peut pas dire que c'est un droit. Le droit à l'enfant n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors je comprends la souffrance de ces personnes. Parce que c'est dans la chair, comme vous mais aviez besoin de retrouver on est vos des origines. animaux. On est des animaux, on a besoin de se reproduire, ça fait partie de nous. Et je le comprends tout à fait. Le droit à l'enfant, c'est-à-dire avoir un enfant, n'est pas un droit. C'est ça, Olivia Morel ? Jamais de la vie. Le droit, ça n'existe pas. On n'a pas le droit à l'enfant, n'existe pas. Par contre, les enfants ont des droits. Et ça, il faut le respecter. Les femmes ont des droits aussi, et il faut les respecter. Donc, on peut pas, pour le désir de certains d'avoir un enfant, même si ce désir est normal et je peux le comprendre et il s'entend, et la souffrance elle est terrible et elle est atroce et je l'entends totalement, on ne peut pas pour ce seul désir trépiner sur le droit des femmes et des enfants. C'est impossible et c'est pas possible. Est-ce que vous connaissez votre mère porteuse, celle qui vous a porté ? Vous la connaissez ? Oui, aujourd'hui je la connais. J'ai pu faire sa rencontre. J'ai pu lui parler, justement, et c'est une femme, malheureusement, qui est assez instable psychologiquement parlant et qui est en détresse. Mais pareil, je lui en veux pas, c'est une proie. Mais comme moi je dis toujours, il y a un marché de la gestation pour autrui. Ce marché est énorme. Il pèse aujourd'hui, en 2022, c'était 14 milliards de dollars. On l'estime en 2034 à 195 milliards de dollars. Donc ce marché, il utilise la détresse des mères porteuses qui ont besoin d'argent et de couples qui ont envie d'enfants. Donc c'est terrible, c'est des proies, tout ça, pour moi c'est des proies faciles. Vous pensez qu'elles ne sont pas libres, parce que c'est important, nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. Vous pensez que même les femmes qui ont toute conscience, parce que certaines ont témoigné aussi en disant « Eh bien, moi, j'ai l'impression de faire un acte plus que charitable pour aider un couple à avoir un enfant ». Est-ce que vous entendez ça ? Est-ce que c'est pas aussi un droit ? Je pousse un peu le bouchon. Oh non, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est pas aussi un droit de ces femmes-là de dire je suis libre de mon corps, si j'ai envie de prêter mon ventre pour qu'un enfant s'épanouisse et qu'il soit heureux après une famille ? Est-ce que c'est pas un droit ? J'ai envie de dire que le consentement de la femme, de la mère porteuse, on peut pas le prendre en compte dans ce contexte-là, parce qu'on ne peut pas consentir par contrat de céder ses libertés fondamentales, de se mouvoir, d'avoir une vie de famille normale, de pouvoir manger. Enfin voilà, on peut pas. Le contrat de la gestation pour autrui limite leur liberté fondamentale vraiment de manière drastique. Et donc leur consentement, moi j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un petit peu, quoi. C'est comme... Et au nom de la dignité humaine, on peut pas les réduire à un rang de choses. Moi, à chaque fois, je donne l'exemple du lancer de nains. Avant, les nains se faisaient lancer. Alors, on parle de personnes de petite taille maintenant, je m'excuse, mais avant, on lançait des nains, ils étaient consentants, ils étaient contents de le faire, mais au nom de la dignité humaine, on a dit stop. Ici, c'est pareil. Les femmes sont peut-être consentantes, peut-être, mais au nom de la dignité humaine, on ne peut pas les réduire à des choses
Et donc, on ne peut pas laisser ça passer. C'est impossible. Bon. Il y a un lobby pro-GPA. En France, la question se pose régulièrement. Évidemment. Vous en avez été victime? Est-ce que vous avez été approchée? J'ai été approchée, j'ai été menacée de mort. Menacée de mort par qui? Est-ce que vous avez identifié par des commanditaires, généralement. Des commanditaires? Oui. C'est-à-dire des personnes qui ont recours à la gestation pour autrui et qui viennent m'attaquer sur les réseaux sociaux et qui me menacent de mort, ma famille. Donc oui, c'est assez violent. Il y a aussi des associations qui m'ont en ligne de mire et qui essaient de me descendre de certaines manières diverses et variées. Mais c'est pas grave. C'est comme ça fait partie du jeu. Il faut être fort et moi ça me touche pas vraiment, à vrai dire. Oui, il faut être au-dessus de ça. Non, vous savez, les réseaux sociaux, ce n'est maintenant... que les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Et puis aujourd'hui, je reste la porte-parole de la déclaration de Casablanca. Ce n'est pas qu'en France, on lutte contre la gestation pour autrui en France, mais on lutte aussi à l'international. Donc il faut être rodé pour recevoir toutes ces formes d'insultes et de menaces. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Quand on lutte contre un marché aussi énorme, il faut savoir qu'on va se faire... on va se est-ce que vous ne croyez pas aussi, parce que pardon, mais parfois il y a des parents qui ne veulent pas recourir forcément à la GPA, qui voudraient adopter un enfant. C'est impossible en France. Adopter un enfant en adoption plénière. Ce n'est pas impossible d'adopter en France. Ce n'est pas impossible d'adopter à l'étranger. C'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué. Je ne dis pas que c'est pas compliqué. Je ne nie pas et je ne dis pas que c'est pas compliqué. Je dis que ce n'est pas impossible. C'est possible. Si on a 200 ou 300 000 euros à mettre dans un enfant aux États-Unis, on a de l'argent pour aller adopter un enfant. Vous avez des chiffres sur la GPA, le marché de la GPA? Sur le marché, je vous ai donné tout à l'heure, on l'estime à 195 milliards de dollars entre 2034, c'est déjà énorme. C'est énorme, c'est un marché de femmes et des enfants. Quand on parle de marché, on parle donc de marchandises. Qu'est-ce qu'on vend? On vend des femmes et des enfants. Et Olivia Morel, si vos parents vous aviez dit dès votre naissance, voilà, tu es Olivia, on te désirait, on ne pouvait pas t'avoir, tu es né de telle ou telle manière. Est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez grandi différemment et que vous auriez moins eu ce rejet de la GPA? Alors, pas du tout. Absolument pas, parce que je parle à d'autres enfants qui sont nés par GPA, je le dis très souvent. Et elles le savent depuis le début. Ça a toujours été l'histoire de leur vie. Elles ont même rencontré leur mère porteuse. Elles ont parfois grandi avec leur mère porteuse. J'ai rencontré même... il y a eu un cas qui a fait jurisprudence, Baby M, on l'appelle aux États-Unis. Je l'ai rencontré. C'est qui Baby M? Alors Baby M, c'est ce qui a fait jurisprudence aux États-Unis. C'est le premier cas de gestation pour autrui commerciale aux États-Unis. Donc la mère porteuse, en fait, a porté des enfants, une petite fille pour un couple, et elle s'est désistée. Elle voulait, en fait, quand elle a accouché, elle voulait le garder. Elle voulait garder son enfant. Ouais. Et c'est là où la cour a jugé que non, elle devait remettre l'enfant aux parents commanditaires. Et c'est là que la gestation pour autrui, dite commerciale, a commencé aux États-Unis. Et vous attendez peut-être que la France aujourd'hui, comme l'Italie, c'est important, qualifie la GPA de crime universel, c'est ça ce que exactement. vous voulez? Avec la déclaration de Casablanca, on travaille justement avec Valérie Boyer sur une proposition de loi pour criminaliser la gestation pour autrui. Oui. Pour qu'on empêche les personnes, des Français, d'aller à l'étranger. Pour les enfants qui sont nés par GPA. Mais on ne parle pas des enfants nés par GPA. Oui, mais sauf que si vous faites passer ça, les enfants par GPA, je sais pas déjà, c'est déjà, c'est pas rétroactif, on est d'accord, donc ça ne s'applique pas aux enfants qui sont déjà nés. Heureusement, parce que moi je suis là aussi. Mais oui, non, mais c'est ça. Voilà, je suis là, donc ça touche pas les enfants. Je suis née d'un crime, c'est atroce. Mais non, mais en même temps, c'est un crime d'utiliser une femme pour son corps, son utérus, d'acheter, de vendre des enfants. Je suis navrée. Mais après, donc oui, moi j'aimerais, c'est ça qu'on essaye de faire avec la déclaration de Casablanca. On est en train d'essayer avec Valérie Boyer de passer cette proposition de loi et voilà, de faire un petit peu comme l'Italie, enfin pas de faire un petit peu, de faire comme l'Italie, c'est-à-dire d'empêcher les Français d'aller à l'étranger et de revenir avec un enfant. Mais c'est pas pour pénaliser les enfants, c'est pour essayer de dissuader les parents d'aller à l'étranger, de revenir avec un enfant. Après, si ça se passe, ça va être traité au cas par cas. Évidemment, mais on n'est pas là pour taper sur les enfants. Évidemment, un enfant, il n'y a rien de plus beau au monde. Ouais. Ils ne sont pas en danger, ces enfants? Non, ces enfants ne sont pas en danger. On fait tout pour qu'ils ne soient pas en danger, en tout cas. Ouais. Et votre combat, vous pensez pouvoir le gagner? Oui. Si je suis là aujourd'hui, c'est que je pense pouvoir le gagner, oui. Ça va prendre du temps, ça va être long. Ça va être très très long. Je fais toujours le parallèle avec l'esclavagisme aux États-Unis. Ça a mis 100 ans pour l'abolir. Je pense que la gestation pour autrui, vu le marché que c'est, qui est comparable au marché des esclaves dans le temps, ça va mettre du temps. Et peut-être que je ne serai même pas là pour voir les fruits de notre travail. Mais on est sur une bonne lancée en ce moment.
Il y a des beaux projets en route. Vous continuez votre combat, Olivia Morel, quelle que soit la position évidemment sur la GPA, et on le rappelle, il n'est pas question de jeter l'opprobre sur ses enfants. Non, ou même jamais. Ses couples, ce n'est pas la question, et c'est important de le dire, Olivia Morel, pour ne pas susciter au contraire, des déferlements de haine, ce n'est pas le message que vous voulez faire passer, Olivia Morel. Vous êtes née vous-même de GPA. Je le redis encore une fois, j'aime ces enfants comme j'aimerais mes propres enfants. Je ne suis pas là pour jeter la pierre sur les parents qui sont des commanditaires. Moi, je suis là pour lutter contre des pays qui laissent ça continuer. C'est tout. Point barre. Merci infiniment, Olivia Morel. Merci à vous. Voilà, bravo pour votre courage. Vous prenez la parole, vous parlez même de votre vie, donc sur un sujet qui est délicat, extrêmement difficile, mais ça va nous permettre peut-être de réfléchir. Merci infiniment. Merci à vous.